Téléspectateurs de Mandé TV, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur votre plateau Réflexion politique. Réflexion politique, téléspectateurs, vous le savez très bien, c'est le plateau sur lequel on pose la réflexion dans le but d'y apporter des réponses. L'État est l'ensemble des pouvoirs d'autorité et de contraintes collectives que la nation possède sur les citoyens et les individus en vue de faire prévaloir ce qu'on appelle l'intérêt général. Et avec une nuance éthique, le bien public, mais tout cela ne peut se concrétiser de manière harmonieuse que si plusieurs mécanismes soient bien établis au niveau des gouvernants et des gouvernés. Quand plusieurs facteurs perturbent ou mettent à mal l'ordre des choses, il est évident qu'il faudrait se poser des questions. Et surtout, quelle refondation et construction afin de préserver la nation, l'état de droit. D'où notre réflexion du jour, téléspectateurs de Mandé TV, qui a pour thème transition, refondation et reconstruction de l'état de droit, réflexion sur le Mali de demain. J'ai deux éminentes personnalités, comme invités sur le plateau de Mandé TV pour pousser cette réflexion aujourd'hui. Mon premier invité est Dr Abdraman Sylla. Il est ancien ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, président de la Convention citoyenne pour le renouveau et émergence du Mali. Docteur Sylla, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Mandé TV. Merci de vous rendre disponible pour cette réflexion aujourd'hui. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Téléspectateurs de Mandé TV, notre deuxième invité est Dr Mahamadou Konaté. Il est le directeur général du Conseil d'Onko pour la gouvernance et la sécurité. Il est aussi expert en gouvernance démocratique, sécurité et développement social. Docteur Konaté, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être encore une fois sur le plateau de Mandé TV. C'est Merci pas une première de vous retrouver ici pour venir pousser la réflexion et éclairer la lanterne des citoyens, nos lanternes, tout simplement. Merci. Comme je l'ai dit en introduction, il s'agit d'un débat, d'une réflexion sur la transition, la refondation, la reconstruction de l'État, l'état de droit. Mais avant cela, quand on se pose évidemment ces questions, ça veut dire que quelque part, il y a eu rupture démocratique, si on peut l'appeler ici. Et comme il s'agit du Mali, moi j'aimerais bien qu'avec vous, on puisse réfléchir. Quelle analyse des ruptures démocratiques vous avez pu faire à la longue? Docteur Sylla. Merci beaucoup. Je voudrais, à l'entame de mes propos, saluer tous les téléspectateurs pour dire que le thème qui nous est proposé ici, à savoir transition, refondation et reconstruction de l'état de droit, une réflexion sur le Mali de demain, est un thème majeur et important qui nécessite effectivement qu'il soit abordé sans passion, avec profondeur. Il s'agit du Mali. Vous avez parlé des ruptures, ce qui est exact. Nous en avons connu quelques-unes. 68, une première rupture. 91, une deuxième rupture. Je pense aussi 2012, une rupture. 2020, même deux ruptures. On est en droit de se poser la question, pourquoi tout ceci? Vous savez, nous vivons une expérience démocratique depuis une trentaine d'années. Cette expérience qui avait suscité pour nous tous des rêves de voir le Mali se transformer est devenue presque un cauchemar pour tout le peuple. Il faut se le dire, il faut aussi qu'il soit analysé assez correctement, quoi. Parce que le multipartisme intégral a été conçu, mais je pense qu'il n'a pas intégré toutes les composantes nécessaires à l'époque. Je veux dire les réalités socio-culturelles. Et ce multipartisme a généré une sorte de laisser-aller, s'il faut le dire un peu, la liberté d'expression qui a été
excessivement mal comprise, qui engendre de plus en plus que de la violence verbale, de l'intolérance, des crises de confiance, de la défiance, de la méfiance. Voilà un peu ce qui caractérise ces 30 années de démocratie pour nous. J'ai toujours pensé qu'il était bon, surtout avec cette dernière rupture, que ce problème-là soit posé, que nous nous interrogions, que nous disions, oui, nous avons une trentaine d'années d'expérience démocratique, que tout le peuple se remette en cause, que nous disons entre nous, voilà ce qui a marché, et voilà ce qui n'a pas marché, et quelle était la conduite à tenir. Alors, les choses sont en cours, je ne préjuge pas de la fin de tout ce qui est en cours actuellement, mais je pense objectivement que le débat, il mérite d'être posé, c'est un débat de fond, il mérite d'être examiné. Nous nous sommes attelés à la vertu de la démocratie. J'avoue pour ma part qu'au regard de tous les bouquins que j'ai lus sur les États, je trouvais que le régime démocratique est l'un des meilleurs régimes qu'on peut avoir dans un pays. Mais à des conditions toutes particulières. Parce que ce régime démocratique repose d'abord sur le principe de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le législatif et le judiciaire. Il était entendu que chaque pouvoir devrait jouer son rôle dans le fond. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que les choses se sont passées comme telles? Je ne crois pas beaucoup, mais je pense qu'il y a là aussi objet de réflexion, objet de pénétrer dans le fond et de voir. Alors, ce dysfonctionnement que nous avons connu, qui a conduit à une sorte de mauvaise gouvernance générale, comme si ce sont les institutions qui se sont prêtées à ce jeu-là, ont fini de transformer notre pays en un Hollande, c'est ingouvernable. Oui, un pays presque ingouvernable, qui crée tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc c'est pourquoi je me réjouis en tout cas d'être avec vous, avec mon ami et frère Konaté, pour donner quelques réflexions. C'est vrai que le temps ne suffira pas sûrement, mais à d'autres niveaux, on pourra continuer la réflexion sur cette question-là. Merci beaucoup aussi. Là, la réflexion, elle continue, hein. Même si c'est au-delà du plateau de Mandé TV, je pense que les téléspectateurs, tout le monde continue la réflexion sur chez soi et on pourra rebondir là-dessus dans les prochains débats. Docteur Konaté. Je pense que mon aîné a touché à beaucoup d'éléments sur lesquels je vais tâcher de ne pas y revenir. M'attire l'attention de ce que nous regardons, nous écoute sur le fait que ces 5 ruptures démocratiques dont Dr Sylla a fait allusion ne se valent pas. Il y a au moins 3 qui ont été voulues par le peuple et au moins une qui n'a pas été voulue par le peuple. Celle qui n'a pas été voulue par le peuple, c'était celle de 68, si on en croit nos papas qui l'ont vécu. C'était une rupture démocratique à l'initiative d'un groupuscule d'officiers militaires qui n'étaient pas satisfaits de la démarche de l'État. Et c'est vrai qu'en ce temps-là, si nous en croyons aussi les rapports, il y avait une impression d'hésitation au sommet de l'État, en tout cas, et puis de fissures, même dans les rangs du parti au pouvoir, qui était l'USRD à l'époque. Donc c'était un moment de fragilité, j'ai envie de dire, dont certains ont profité pour prendre le pouvoir et dérouler leurs propres desiderata. Je n'appellerai pas ça une vision politique, ce sont des desiderata qu'ils appellent. Et cette rupture non voulue, on ne pouvait pas s'attendre à ce que son après réponde aux aspirations du peuple. Parce que le peuple ne s'est pas exprimé avant ce coup d'État 68 pour dire ce qu'il voulait. En tout cas, on n'a pas d'éléments matériels pour le dire. Donc ceux-là qui sont venus, qui ont prétendu
être pareil à des anges, connaître ce que les Maliens pensaient dans leur cœur. Donc on proposait des idées, des choses, liberté, ils aussi ils en ont parlé, en 68, hein, ils ont parlé de liberté, ils ont parlé de pouvoir économique, ils ont parlé de développement, et 27 ans après, je crois que les Maliens ne se disputent plus sur les résultats de cette première rupture. Et donc on a raté, enfin, on était plus en otage, j'ai envie de dire. C'est plutôt votre interprétation. Est-ce que cela serait d'avis de cette prise en otage, comme le dit... J'étais jeune, en 1968. Je me souviens parfaitement de ce fameux jour du 19 novembre, où le coup d'État a lieu. Je pense qu'on me l'accordera, parce que j'ai marché avec le peuple ce jour-là pour dire Abba Modibo. Je le regrette amèrement. J'étais très jeune, naïf, je ne comprenais pas du tout ce qui se passait très exactement. Avec le recul, je me suis posé beaucoup d'interrogations, surtout ces 5 dernières années où j'ai consacré le plus de mon temps à réfléchir. 60-68 peut être examiné avec profondeur, en ce sens que le contexte mondial de l'époque, vous savez, tout ce qui a prévalu pendant la colonisation, tout ce qui a conduit, tous les mouvements qui ont conduit aux indépendances de nos pays, et la volonté affichée de souveraineté, avec son grand nationalisme que le président Modibo Keïta incarnait, et l'ambition de bâtir une nation à hauteur. Pour lui, ce qu'il a pu trouver en confrontant les différentes expériences de par le monde, c'était un peu de se retourner vers les pays de l'Est. Ceci se comprend tellement bien que je me dis, celui qui vous a terrorisé, qui vous a colonisé, qui vous a soumis, qui a bafoué votre honneur, votre dignité, alors qui vous donne un semblant d'indépendance qui n'en était pas une, mais écoutez, et au même moment, vous proposez des chemins de dignité qu'il refuse de vous faire, notamment la Fédération du Mali, qui a éclaté, nous connaissons le contexte de ça, donc Modibo n'avait d'autre choix que de se retourner vers un pays comme l'URSS, comme les pays de l'Est à l'époque, la Chine, la Yougoslavie, l'Allemagne démocratique, etc., qui, on sait, le poids apporté dans les premiers pas pour accompagner le premier pas du développement de notre pays. On s'en souvient parfaitement bien. Donc 1968, quand le coup d'État est arrivé, on n'en parle pas beaucoup. Mais ce coup d'État était orchestré depuis la France. Très peu de gens le savent. Le président, le général Moussa, était revenu de Paris seulement 10 jours pour faire le coup d'État. Et coup d'État pour remettre en cause. Le premier conseil des ministres qui s'est réuni en 68 après le coup d'État, c'était déjà pour sauter tous les verrous qui consistaient le monopole de l'État, notamment la SONAREM. Vous voyez déjà. Donc ceci, par la suite, la conduite des affaires. C'est-à-dire que nous sommes allés tout de suite à privatiser tout. Et nous avons fini par se jeter dans les bras du Fonds monétaire international, l'FMI, le programme d'ajustement structurel. Donc quand on fait une comparaison et que nous lisons entre les lignes, c'est là où nous comprenons très aisément que effectivement ce coup d'État de 1968, oui, a lieu, oui, avec des arguments que le peuple ne comprenne pas dans le fond. Il y a eu des abus, il faut le dire. Il y a eu des abus de la milice de l'époque, il y a eu un dysfonctionnement au niveau du parti qui ont pu soulever des mécontentements un peu généralisés, ou des états d'âme en tout cas qui n'ont pas plu. La réforme monétaire, vous savez aussi ce que ça a fait au niveau de nos commerçants. Et donc le tout ensemble a pu nourrir une rancœur. Modibo a été revenu sur la réforme monétaire. Beaucoup ne savent pas. Modibo s'était rebiffé. Tout à fait. Il était revenu là-dessus. Il était parti négocier le retour du Mali. Du Mali dans la zone CFA. Donc quand vous imaginez un peu ce qui a pu se passer en cette période-là, je dis à la décharge du président Modibo Keïta et de toute cette époque-là, combien de cadres il y avait pour le pays nouvellement indépendant? Il y en avait très peu. Très peu.
très très peu de cadres. Combien de moyens avait-il à sa disposition en termes de communication pour soutenir son régime? Ça, très peu aussi. Donc il a été saboté de l'extérieur, il a été saboté de l'intérieur en l'infiltrant, et puis vraiment en disant des propos complètement fous, quand on disait dans les villages que oui, c'est tout le village qui va préparer dans la même marmite. Vous savez, ce genre de comportement. Des rumeurs qui font oui, que... qui ont fait que tout à fait, ça tout à a fait. généralisé le mécontentement, mais en vérité, on le comprenait, la France était là, elle était là. Il fallait saboter ce régime-là parce que la réussite du régime de Modibo aurait été l'échec de tout ce que la France avait nourri à l'époque. Donc évidemment, le coup d'État a lieu. Moi, je mets le coup d'État de 68 dans ce panier-là. De prise en otage, comme le dit... Ceux qui l'ont fait, je n'ose peut-être pas le dire, je suis dans une télévision, oui. Mais il m'est parvenu que même le général Moussa, qui a fait ce coup d'État-là, aurait regretté vers la fin de sa vie que s'il avait à refaire, il ne l'aurait pas fait. Ah, c'est fort quand même. Entre-temps, il y a eu des transitions. Ça, on a vu la rupture démocratique du temps de feu président Modibo Keïta. Il y a eu d'autres ruptures démocratiques. Mais à chaque fois, le Mali est à son à la cinquième transition. Mais on replonge. Mais maintenant, Dr Konaté l'a souligné dans son développement tout de suite en disant qu'il y a aussi des fragilités. Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui faire un focus sur ces fragilités-là dans le processus démocratique qui, aujourd'hui, est même remis en question? Parce qu'on commence à dire, il y a des discours comme quoi le processus démocratique, ça ne ressemble pas à la logique pour nos pays africains. Est-ce que c'est là qu'il y a des failles? Les transitions, il y a forcément des grandeurs, il y a forcément des fragilités. Non, vous savez, il y a des propos qui me paraissent souvent injurieux, quoi. Quand on nous prend comme des petits-enfants, ils peuvent faire ça, ils peuvent ne pas faire ça. Écoutez, j'enseigne ça, je le dis à mes étudiants, mais l'Empire de Ghana, pendant 1000 ans de règne, prenons la même période, du 3e siècle au 13e siècle, parcourons le monde entier. Où était son équivalent en termes d'organisation politique, d'organisation étatique? Très peu. Charlemagne, dont on cite tant, c'était seulement au 9e siècle. Donc quand on veut nous dire ce genre de choses, moi ça me survolte et je ne l'accepte pas du tout. L'Empire du Mali, l'Empire Songhai, mais c'était des grandeurs historiques. Donc nous dire comme si nous réapprenons des choses, non. Cette démocratie a peut-être existé autrement que ce qu'on nous demande de faire aujourd'hui. Mais est-ce que c'est pas aussi pour mettre en évidence les fragilités pendant les transitions? Oui, c'est à ce niveau-là, c'est à ce niveau. J'ai dit que pour avoir étudié tous les régimes politiques, les États, je trouve qu'aujourd'hui la démocratie est l'une des meilleures formules. Mais il ne s'agit, ce n'est pas la beauté des textes, c'est le comportement des hommes. Nous, notre plus grande fragilité, c'est de n'avoir pas suffisamment travaillé sur les ressources humaines. Et notre problème de fond nous vient aujourd'hui de ces ressources humaines-là. J'ai dit tout de suite là, nous avons créé beaucoup d'institutions. En 1992, la Constitution de 92. Ces institutions-là auraient été très bien perçues dans un régime démocratique, mais prenez chaque institution. Je prends par exemple l'Assemblée nationale où j'ai été moi aussi député. J'ai assumé un mandat parlementaire. Vous savez, dans le principe de la séparation des pouvoirs, comme en démocratie, j'ai toujours pensé, et je le crois encore, que le député est l'homme le plus fort de la République. Parce que lui, il incarne le peuple. Et s'il doit incarner le peuple, il doit agir au nom du peuple, je pense que l'exécutif aura peur. Surtout qu'on a la mission de contrôle de l'action gouvernementale. Alors, mais dans les faits, est-ce que c'est ça qui s'est passé? Non. Mais comment cela aliénés à l'exécutif, des députés qui font des membres du gouvernement leurs amis, des députés qui reçoivent des bons d'essence des ministres. Écoutez, ce n'est pas de nature à faire avancer une démocratie. Donc ce principe déjà, la grande faute, alors qu'on a mis des milliards. Vous savez, l'Assemblée nationale fonctionne avec beaucoup de milliards par an. Mais pour jouer quel rôle? Si véritablement
les députés devraient jouer le rôle qui est le leur, qui consiste vraiment à cet équilibre-là face à l'exécutif, je vous assure que le tout aurait marché. Deuxième institution majeure dans le principe de la séparation des pouvoirs, la justice. Docteur Konaté serait d'accord avec moi. Notre justice est-elle une véritable justice? On se pose beaucoup de questions. Elle aurait été à la hauteur de sa mission. Est une justice ou est une justice indépendante? Oui, Ou mais les la deux démocratie se voudrait retrouvent. que ce soit une justice indépendante, mais elle ne l'est pas. Je dis, ça je l'assume. Ça veut dire que vous Notre répondez démocratie- à la question Oui, du non, coup. la justice n'a jamais été indépendante comme on l'a cru. Alors que dans le principe démocratique, c'est une justice indépendante, mais à condition que la loi soit au-dessus de tout. Comme on le dit, dura lex, sed lex. Ce n'est pas toujours le cas. On a vu les injonctions des politiques au niveau judiciaire. On a vu le comportement des magistrats dans les dossiers judiciaires. On a vu, etc. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qui n'est pas en train de se passer encore aujourd'hui à nos yeux? Donc, ceci aussi interpelle. C'est pourquoi je dis, le régime démocratique, vraiment, il a été bien réfléchi par les révolutionnaires de 1789. Mais antérieurement à ça, l'Antiquité grecque. Mais antérieurement à tout cela, chez nous, je me souviens d'un passage de Cheikh Anta Diop, quand il avait interrogé Ibn Battuta qui reconnaissait que s'il y avait quelque chose de remarquable dans les empires, notamment de Ghana, c'était la notion de justice. Les gens étaient très corrects et très justes. Au point où, je cite là aussi feu président Ibeka qui le disait, nous avons été quand les autres n'y étaient pas. Et que c'est seulement dans ce pays-là que quand il arrivait qu'un étranger mourait, une seule aiguille de ses biens ne disparaissait avant que ces ayants droit ne fassent prévaloir. Donc voilà des notions qui, pour moi, étaient antérieures à tout ce qu'on nous dit aujourd'hui. Mais d'une façon plus générale, je dis, c'est pourquoi je trouve qu'il y a des interrogations aujourd'hui. Nous devons nous interroger. Pourquoi tout cela? Et comment faire pour changer tout cela? Et je crois que le débat, il est véritablement à ce niveau-là. Mais ce n'est pas en dehors de nos capacités. Et je pense qu'il faut toujours chercher, et je serai d'accord avec mon ami Konaté, qu'il nous faut une gouvernance peut-être vertueuse. Docteur Konaté, les fragilités, c'est vraiment plus avec les périodes de transition, parce qu'on dit les périodes de transition sont des périodes aussi exceptionnelles. Absolument. Exceptionnelles, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rebattre les cartes de manière harmonieuse, de manière équilibrée, de manière juste. C'est ça qu'il essaie de dire. Il n'y a pas de fatalité. Oui. Les hommes, quand ils se retrouvent, s'ils ont la volonté de bien s'organiser pour poursuivre un but commun, ils en sont capables. Donc nous sommes des hommes, donc la question ne doit pas se poser. Maintenant, la pratique nous apprend qu'à chacune de ces occasions-là de transition, malheureusement, des individus ont réussi à faire triompher leurs agendas personnels sur l'agenda collectif. Voilà. Ça, c'est une réalité. Ça répond quelque part à votre question. Les fragilités dans les régimes, dans les systèmes démocratiques, les gestions de pouvoir, je pense que ces fragilités sont produites par les systèmes démocratiques lui-même, par la pratique démocratique elle-même. C'est elle-même qui produit ses propres fragilités et qui finissent par avoir raison du système lui-même. Mais il y a des garde-fous quand même qui peuvent être là. Ils ne peuvent pas marcher parce que ces garde-fous ne sont que théoriques. Il a touché légèrement à ça. C'est théorique, c'est dans les textes, c'est dans la Constitution. Mais dans la pratique, c'est autre chose. C'est autre chose. Je vous donne un exemple. Peut-être que beaucoup savent déjà. Dans la Constitution de 92, la première constitution de notre premier système démocratique, parce qu'il faut dire aussi qu'il y a le système politique démocratique, il y a plusieurs régimes démocratiques qui ne se valent pas. Voilà, un régime présidentiel, présidentialiste, les politologues le savent, parlementaire, tout ça c'est des modes de gestion de pouvoir. Mais tout ça se trouve dans le système démocratique.
et de la Constitution de 92, la fonction de Premier ministre, elle a été voulue par la Constitution pour éviter que le président ne devienne tout puissant. Tout à fait. C'est ça l'esprit derrière. Tout à fait. Et dans la formulation de ce principe, c'est que le président, s'il choisit le Premier ministre dans la majorité politique, il a plus d'avantages à pouvoir travailler convenablement avec ce dernier. Pourquoi? Parce que ce dernier, dès qu'il est nommé, il a une certaine autonomie. Et cette autonomie est protégée par l'Assemblée nationale. Écoutez-moi bien. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, dès que le président de la République nomme le Premier ministre, j'ai dit bien sous l'empire de la Constitution de 92, il ne peut plus le démettre. Il ne peut pas le limoger. Ça, c'est les textes qui disent ça. Voilà. Il peut pas sauf s'il démissionne. Il ne peut pas le limoger. Donc le Premier ministre peut dire au président non. Absolument. Pourtant, la pratique. Et son pouvoir est constitutionnel. Ah, c'est constitutionnel. Pourtant. Tout à fait. Voilà. Pourtant, voilà, la pratique a fait malheureusement que, d'abord le président, j'allais venir au deuxième choix, donc il choisit dans la majorité politique, très bien, il y a plus de facilité à travailler avec le Premier ministre, donc, parce qu'il partage la même vision politique, donc ça facilite les choses. Mais même là, ça fait en sorte qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. Voilà. Il doit prendre en compte l'agenda du parti. Mais le président, pour avoir une ascendance sur le Premier ministre, il les choisit en dehors de sa majorité politique. Donc il prend quelqu'un qui lui doit tout, qui peut dire, voilà, sans moi, tu ne seras pas là. Voilà, tu me dois tout. J'aurais dû le prendre ici, mais je ne le fais pas, je t'ai pris. Donc déjà, tu as un devoir de reconnaissance envers moi. Donc il crée ce devoir-là, d'abord psychologique d'abord. Parce que quelqu'un chez nous, quand quelqu'un te fait du bien, voilà, tu dois être reconnaissant. Ça déjà, il crée cette atmosphère-là. Et puis il te le dit, il te le fait savoir. Donc le Premier ministre vient. Et deux, puisque ce Premier ministre, évidemment, lorsqu'il est nommé, il a cette autonomie théorique. Mais pour que son programme puisse être approuvé, il faut qu'il travaille avec l'Assemblée. Bien sûr. Et s'il n'a pas de majorité à l'Assemblée, il est obligé de négocier. Mais pour négocier, il se repose sur le président. Parce qu'il n'a pas du parti majoritaire. Il va se reposer sur le président. Donc, c'est le président qui va travailler pour lui. Donc, tout ça fait que le Premier ministre devient un obligé. C'est-à-dire, voilà, il va être juste un soldat du président. Voilà. Et puis, le président, s'il ne veut plus lui, il dit, bon, tu amènes, il amène et puis on le démissionne. Lui-même, il est dans sa tête, il pense qu'il ne peut rien dire de contraire à ce que le président veut. Donc, ça, c'est juste un exemple palpable pour vous dire que dans les textes, on a un système assez bien huilé, mais dans la pratique, c'est tout autre chose. Vous voyez, le président, c'est vrai que dans la Constitution 92, il a le pouvoir de nommer, je crois, 3 des juges de la Cour constitutionnelle. D'accord? Mais tout le monde sait que le pouvoir de nomination n'est pas forcément le pouvoir de désignation. D'accord? Ça doit être fait, il y a des critères qui sont inscrits dans la Constitution. Voilà, parmi les professeurs de droit, parmi voilà, les avocats, enfin, les juristes publicistes, ils ont des critères de choix. Mais ils ne respectent pas ces critères. Ils envoient des privatistes là-bas, et puis voilà, ils prennent des gens sur la base des affinités, et parfois, il arrive même que le président, dans le quota du président de l'Assemblée nationale, le président est encore quelqu'un à désigner là-bas. Docteur Konaté. Il finit par avoir la même mise sur la Cour constitutionnelle aussi. Docteur Konaté. Pas le même mécanisme d'avantage et de reconnaissance. Voilà. On voit la fonction comme un avantage, donc un octroi d'avantage, donc il faut qu'on soit reconnaissant. Docteur Konaté, quand je vous écoute comme ça veut dire que, quelque part, le discours de refondation n'est qu'à l'heure. Alors, je vais venir à ce point. Ça, j'étais encore sur la genèse de notre système démocratique. Ça n'a pas tellement changé, malheureusement. Donc, première transition, 91, 92. Et c'est assez complexe. Et ils l'ont vécu. Nous, on était encore jeunes, mais ils l'ont vécu peut-être en première ligne. À la conférence nationale, tout n'a pas été rose. Hein. Contrairement à ce que les gens disent, tout n'a pas été selon la volonté du peuple, etc. Mais tout ça, c'est des petits détails.
Mais il y avait quand même une certaine... Oui, exactement. Voilà. L'essentiel qu'il y avait une certaine... Voilà, c'est bien sûr légitimité, etc. Personne ne peut contester cela. Et après, dès les premières années, on a commencé à voir les tares. On commence à voir les insuffisances, les fragilités du système. C'est très tôt, les fragilités ont fait jour. Hein. Les sénides contre la dément, parce que quand il s'agissait de nommer les gens qui les méritent au poste administratif, bon, on a vu ce que le parti qui avait le pouvoir faisait. Donc le fait d'appartenir au parti était souvent plus déterminant que le fait d'avoir des capacités pour la fonction à laquelle on t'appelle. Donc ce sentiment de discrimination, les démocrates, malheureusement, n'ont fait que les renforcer. Ils l'ont reproché au système militaire de Moussa Traoré, mais eux-mêmes, ils l'ont nourri, ils l'ont appliqué. Ils l'ont appliqué. Et l'injustice de la justice, il en parlait. L'instrumentalisation de la justice. Qui des acteurs démocratiques n'a pas dénoncé sous le régime militaire? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait durant le premier et second mandat de Alpha Moro lui-même? Bon, je reviens. Transition 91-92, on a raté le coche. Alors, Alpha vient, je crois, vers la fin de son deuxième mandat. Ça, tout le monde le sait, les faits n'ont qu'à partir lire. Vous vous rappelez des élections annulées de 97. C'était symptomatique. Et comment le président Amadou Toumani Touré a pu revenir sur la scène politique, créer son organisation politique qui n'était pas un parti, coalition de partis, et qui a battu à plate couture tous les opposants. Ouais. Et ça, j'ai voulu. C'est pas un secret. Alpha, il a aidé. Moi, je parle des faits, c'est que j'ai pu constater et analyser. C'est pas personnel, l'attaque personnelle. Mais docteur Konaté, c'est un fait qui revient très souvent dans la gestion étatique dans nos pays africains. On a vu ça au Niger, on a vu ça avec la Côte d'Ivoire. Quand on part, on passe le ballon à quelqu'un d'autre. C'est la pratique, ça. Ça, c'est la pratique. Il faut qu'on sorte de cette pratique-là, qui est de plus en plus nocive. Il parlait de gouvernance vertueuse, qui ne permet pas d'instaurer un bon système de gouvernance, qui ne peut marcher nulle part si les citoyens n'ont pas les sentiments qui sont égaux devant la loi, qui n'ont pas le sentiment que seul le mérite fait la différence entre eux, s'ils n'ont pas le sentiment que leur leadership travaille corps et âme, jour et nuit, pour leur bien commun. D'accord. C'est une des fragilités du régime démocratique. J'ai dit tout est dans l'homme en soi. Les textes que nous avons en République du Mali, c'est des textes très bien élaborés, avec beaucoup d'intelligence. Dr Konaté a évoqué tout à l'heure la constitution de 92, qui est une constitution semi-présidentielle. C'est que le président est élu, mais le président nomme un premier ministre qui vient chercher sa légitimité à l'Assemblée nationale, à la faveur du vote de sa déclaration de politique générale. Donc en repartant avec le quitus de l'Assemblée, il devient un homme tout entier dans la gouvernance, dans la gestion. Malheureusement, ceci n'a pas toujours été le cas. Il semblerait d'ailleurs, Konaté, il faut peut-être le vérifier, que les actes de nomination sont subordonnés à l'acte de... J'ai appris ça aussi. On le rédige en même temps. Voilà, on le rédige en même temps, qui n'est pas daté. Donc, voilà un peu un certain nombre de choses. Donc, aujourd'hui, comme par quelques années avant, je crois que c'est le même problème que nous traversons. Moi, j'ai juste toujours une seule conviction, la qualité de la ressource humaine. Si vous avez été très bien formé, vous avez une très bonne éducation depuis la famille, dans la société, je pense qu'il y a des comportements que vous ne saurez épouser. Et ceci est une réalité aujourd'hui qui n'est pas prise en charge. Au niveau de l'État, on a vu les partis politiques venir aux affaires et souvent ne tenir compte d'aucune compétence réelle, parce que la compétence, même si elle est au niveau de l'opposition, je pense qu'il faut avoir le courage de le faire, de nommer la personne, pourvu que le service qu'il peut rendre à l'État, voilà, l'État soit mis au devant. Absolument. Mais ce n'est pas toujours ça. Il a dit aussi,
Et toutes les fois qu'on est nommé, on a un agenda strictement personnel qui n'a rien à voir avec le besoin de l'État, c'est-à-dire que le service que nous devons rendre à l'État. Je pense que c'est ça le problème de fond. Et autant que cet aspect n'est pas corrigé, nous allons continuer à vivre éternellement le même problème. Mais je pense que c'est là où il faut qu'on s'y attaque très sérieusement. Alors, ce régime semi-présidentiel, je l'ai tellement apprécié. En ce sens, comme je l'ai dit, la mission fondamentale des députés, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Donc, le Premier ministre qui vient devant l'Assemblée nationale, si les députés se rendent compte qu'il n'est pas à la hauteur, il y a une motion de censure qui est déposée contre lui. Donc, il est renvoyé au détriment d'un nouveau. Donc, pourquoi j'ai toujours estimé, j'ai toujours pensé que le député, s'il jouait honnêtement son rôle, il est vraiment l'homme le plus puissant de la République. Encore que... Si je peux. Encore que... Peut-être c'est mieux de dire en plus du président de la République. Parce que le président aussi est élu. Oui, le président est élu. Voilà. Et peut-être même avec la circonscription la plus large. Le député peut donner du fil à tordre au président. Toutes les fois, le président aussi peut. Oui, parce qu'il a l'épée de Damoclès au-dessus des députés, c'est vrai. En plus du président, je pense qu'on peut être d'accord sur ça. Oui, non, ça je suis d'accord. Ça je suis d'accord. À des décrets moins, quoi, parce que ceci, c'est un collectif assez nombreux. S'il est pris en flagrant délit, c'est plus facile de coincer un président que de coincer tous les députés ensemble. Mais là où nous avons beaucoup péché par rapport à cela, c'est peut-être le niveau des députés. Très bas. Encore les partis sont allés sur la base un peu de popularité des gens. Et souvent, les plus nantis se sont vus élire à l'Assemblée nationale sans un bagage réel. Et ça, c'est une lacune des textes. Compréhension. Ça, c'est une lacune de textes. C'est une lacune des textes qu'il faudrait corriger également. D'accord, docteur. On va toujours essayer de développer sur la refondation. Évidemment, c'est là pendant cette période. J'allais en venir quand vous avez donné la parole à mon co-débatteur. Oui, la refondation aujourd'hui, malheureusement, n'est pas en train d'adopter... Vous parlez d'aujourd'hui ou depuis tous les processus en fait? Parce qu'aujourd'hui, si ça coince, c'est que ça a dû coincer depuis très longtemps aussi. Oui, mais on a déjà assez dit un peu sur, voilà, depuis très longtemps, depuis les années 60 à 90, mais depuis 2020, tout près, quoi. Depuis le 18 août, avec la révolte populaire à laquelle j'ai participé. Nos aspirations étaient connues, nos doléances étaient connues. La première transition, je pense que les premiers acteurs eux-mêmes ont fini par dire que ça n'allait pas dans la bonne voie. Ils ont parlé de rectification. Malheureusement, cette rectification aussi, je pense, a besoin d'être rectifiée. Parce que les résultats ne sont pas satisfaisants à mes yeux. Il faut être objectif. Ça a 3 ans. Si vous mettez tout ça ensemble, ils ne sont pas là. Je crois que la question de l'EDM, on ne va pas rentrer là-dedans, mais bon, c'est juste un symptôme. C'est juste un petit pan. Voilà, il y a carrément mais un petit pan dans le sens où c'est un des éléments illustratifs des failles de cette refondation-là. Parce que ça veut dire qu'on est incapable, en tout cas jusqu'à présent, ils ne sont pas encore capables de réformer de manière structurelle ce secteur-là de service public de l'État malien. Et on a eu, ils ont eu 3 ans pour faire ça. Voilà. Et donc il faut se poser des questions. Moi je pense que l'une des raisons pour lesquelles cette refondation a aussi sécrété ses propres fragilités, et je pense qu'elle doit se remettre en cause, elle doit réfléchir, c'est pas trop tard, elle peut se ressaisir encore, c'est que dès le départ, depuis la charte de la transition qu'on a adoptée ensemble le 12 septembre 2020, les premiers actes posés étaient des actes quasi-contradictoires. Voilà. Et les premiers responsables prenaient des engagements et le lendemain ils les violaient. Ils prenaient des textes eux-mêmes, des décrets, et ils les violaient. Ça, ce n'est pas bon. On ne peut pas venir dans un État que vous reconnaissez être désorganisé, inefficace, dans la méfiance entre les citoyens et les gouvernants, et vous permettre vous-même de continuer à reproduire les mêmes pratiques, les mêmes erreurs que le régime précédent. On ne peut pas refonder dans ces conditions. Pas du tout. Parce que je crois que la dernière la plus rare, quand on vient dans ce type de situation, c'est de restaurer la confiance. Mais nous, on a cru que cette confiance, c'est quoi? Certains ont cru que c'est quoi? C'est
de regarder les populations et parler un peu de niveau bas d'éducation de nos populations, regarder la masse surtout de ceux qui ne sont pas bien informés ni bien formés et malheureusement qui n'ont même pas suffisamment de compétences, je dis bien, pour participer au relèvement de l'État. C'est ceux-là qu'on regarde et puis on se dit, attends, qu'est-ce qui va marcher si on fait, qui fera qu'ils vont nous applaudir? En fait, vous voulez dire que vous rejoignez il y a toujours l'effet populiste qui a perduré depuis avec les députés et jusque-là, c'est le cas. Oui, ça s'est rejoint quelque part. Donc, la question que j'ai envie de vous poser, ça veut dire qu'auparavant, il n'y a pas eu vraiment de refondation. Pour l'instant, je peux terminer. Pour l'instant, je ne vois pas de vraie refondation. Il y a pour le moment moins de velléité de refondation. Et c'est surtout dans les discours politiques. Même dans les textes, je ne vois pas une vraie refondation. On parlait tous de la Constitution, prenez la nouvelle Constitution. Qu'est-ce qu'elle a apporté de refondateur dans notre système de gouvernance? C'est très peu de choses. Et si même ces peu de choses, c'est des choses plus superficielles. On touche, par exemple, la question de valorisation des légitimes traditions, qui est une bonne chose. La question de valorisation du mode alternatif de règlement de nos conflits, c'est-à-dire les modes traditionnels, c'est une bonne chose. Mais la Constitution n'a fait que fleurer ces éléments-là. Voyez, mais vous regardez, nous avons pratiquement les mêmes tares qu'on a reprochées, les mêmes lacunes qu'on a reprochées à la Constitution 92, qui n'est pas parfaite. Mais je dis qu'elle était déjà une bonne chose, une bonne Constitution à son temps. La présence, l'omniprésence du président. Mais cette Constitution, elle est beaucoup plus présidentialiste que la Constitution 92. Et le président continue toujours à choisir les membres de la Cour constitutionnelle. L'équilibre de pouvoir dont Dr Sylla parlait tout de suite, mais il est beaucoup plus remis en cause dans cette constitution de juillet 2023, puisque aucun pouvoir n'est laissé au Parlement. Contrairement à la Constitution 92, ce Parlement, si jamais il se met en place dans la même forme, telle que prévue par la Constitution de juillet 2023, et c'est ce qui doit se passer parce qu'on a voté par référendum, le Parlement n'aura aucun pouvoir de motion de censure. C'est complètement supprimé. Sera une caisse de résonance, voilà, du chef de l'État. Et si jamais il résiste, je termine par ça. Et si jamais il y a des gens, je souhaite qu'il y ait des gens assez courageux, vertueux pour dire non. Et s'il y a beaucoup de noms qui sont dissonants par rapport à ce que le président veut, il peut dissoudre l'Assemblée et le Parlement. Voilà. Et ce que les gens croient que le Parlement à son tour peut peut-être menacer les problèmes de décision, c'est un leurre. D'accord, merci beaucoup, Dr Konaté. Dr Sylla, la refondation a failli depuis longtemps ou bien c'est maintenant? Non, moi je dois exprimer tout mon regret par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Honnêtement, j'ai cru à cette période transitoire pour poser les véritables problèmes, pour essayer de chercher les meilleures solutions pour nous sortir définitivement de ça. Vous savez, la refondation, pour moi, ce n'est pas un débat d'aujourd'hui. C'est un débat depuis les années 60, avec les indépendances. La première question, c'était pour nous, quelle était la nature de l'État qu'il fallait construire. Malheureusement, les Africains sont tous assez paresseux quelquefois, on n'a pas produit. Donc nous avons hérité des États coloniaux que nous avons simplement hérités et que ce sont des États d'inspiration judéo-chrétienne. Qu'on a réhabillé. Voilà, qu'on a simplement réhabillé. Donc on n'a pas été à mesure nous-mêmes de nous interroger, d'interroger notre passé pour voir là-dedans qu'est-ce qui peut conforter l'État. Donc ce débat, il est entier. Pour moi, quand le débat actuel de la refondation a été posé, je dois dire que nous avons contribué, moi et mes camarades de notre association, la Convention citoyenne, nous avons contribué en produisant une note que nous avons envoyée à beaucoup de leaders politiques pour vraiment les inspirer. C'est un débat de fond, comme je l'ai dit. Ce débat est un débat qui doit tenir compte de certaines réalités sociales de notre pays. Refonder, ça veut dire quoi? Redéfinir. Donc ce n'est pas un processus de vitesse. Ce n'est pas en 1 an, 2 ans, 3 ans qu'on peut le faire. C'est sur la durée qu'il faudrait refonder l'ensemble de nos institutions. Et nous, au niveau de notre association, nous avons estimé que pour que le Mali soit un Mali, je le dirais, ceux qui disent Mali croix, écoutez, il n'y aura jamais de Mali croix. Il peut y avoir de nouveaux piliers. Et c'est un vieux pays, on le dit tous.
C'est un pays qui vient de très loin, 2000 ans, plus de 2000 ans d'histoire. Donc ce n'est pas le Mali qu'on va changer, c'est nous-mêmes qui devons changer. C'est Malien croix, quoi. Malien croix, ou bien chez nous on a appelé Mali Djossin croix. Ouais. Donc les nouveaux piliers sur lesquels le Mali va se construire. Donc il s'agit d'aller vers ça. Maintenant, quels sont ces piliers nouveaux? Et je pense que si nous voudrons cadrer avec notre environnement nouveau, qui est la géopolitique mondiale actuelle, il faut l'intégrer dans toutes les donnes. Il faudrait interroger notre passé, ces empires, qu'est-ce qu'ils nous ont légué en termes de bon, et qu'est-ce qu'on peut ramener tout ça là. Mais tout ça là doit être enseigné depuis la maman, la femme d'abord. Il faut que les mamans commencent à... Il faut qu'elles-mêmes elles bénéficient. Dans les familles, vous voulez dire, déjà dans la famille, la cellule familiale. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui au niveau familial, c'est regrettable. Mais il n'y a pas d'éducation telle que nous, on l'a reçue quand on était enfant. Donc il faut revenir sur certains de ces fondamentaux-là pour bâtir. Donc d'abord, il y a la famille, il y a la société, et puis il y a l'école. Pour nous, l'école, vous savez, qu'on a été enseignant comme moi, et l'enseignant de qualité doit s'imposer. Pourquoi? Parce que c'est l'avenir, la jeunesse, c'est l'avenir de la nation qui est confié à l'enseignant. Quand vous prenez votre petit enfant à 6 ans, vous l'amenez à l'école, il va rester à l'école peut-être jusqu'à quel âge? Le temps d'avoir le bac, il a peut-être 18 ans, 20 ans. Et s'il doit faire des études supérieures, il a 20 ans. 25 ans. Imaginez 25 ans à une période où il est moulé, il est formé. Et si l'enseignant n'est pas un enseignant de qualité, vous voyez le résultat sur l'enfant? Donc, à ce niveau, d'abord, l'enseignant doit être un enseignant d'une très grande qualité. Le contenu pédagogique, le contenu de notre enseignement doit être revu aussi. Nous avons pensé que ce sont ces éléments-là qu'il faudrait prendre immédiatement pour commencer à travailler là-dessus. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas une course de vitesse, hein. Ça va mono avec une grande planification. C'est seulement dans la réforme de la mentalité, c'est dans la réforme de l'individu lui-même, dans son, on n'est jamais parfait, mais dans au moins la tentative de bien faire, que seulement on va arriver à une véritable refondation de notre État. Nous aurions passé par beaucoup de moultes, les textes. Je l'ai dit, il n'y a pas de meilleur texte à ce que nous avons fait dans notre pays. Ils sont beaux. Mais ceux qui ont l'application de ces textes-là, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Quel est leur mental? Quel est leur comportement? C'est ça aussi l'interrogation. La gouvernance générale, on a vu que la posture, la bataille pour la posture, pour un poste, on se bat plus pour être ministre, pas pour la République, mais pour ses intérêts à lui. Donc quand vous mettez, le député se bat pour venir à l'Assemblée nationale, pas pour un meilleur texte pour le pays, mais pour les avantages qu'il peut tirer de la législation. La justice, excusez-moi, comme maintenant on prend les gens, on les ferme n'importe quoi, on a peur de s'aventurer. Mais écoute là, ce sont des grandes interrogations comme ça. Donc ce n'est pas seulement dans les textes, mais il y a des programmes qu'on peut concevoir. Moi j'ai dit, et puis il y a un dernier aspect à ce niveau-là, il faudrait adapter le contenu de notre enseignement à nos besoins de développement. L'adéquation entre formation et développement. Donc notre système éducatif actuel est élitiste. On forme des juristes, on forme des docteurs, ceux qui n'ont même pas de boulot par la suite. Donc ce sont là les interrogations. Donc depuis un certain temps, au niveau de notre association, les réflexions que nous produisons par rapport à la formation, c'est véritablement ça. Et nous avons pensé même que tout ça là pouvait se faire à travers quelques grandes commissions qu'on aurait mis sans exercer une pression temporaire, quoi, sans dire qu'il faut finir dans tel temps. Moi, je prends un exemple au niveau éducationnel. Et regardez les dessins animés à la télévision que nos enfants regardent. Vous pensez que ça sert à quelque chose? Ce sont d'inspiration d'ailleurs, qui n'ont à voir avec rien, aucune réalité de chez moi. Moi, quand j'étais enfant, je me souviens, nos grands-mères nous racontaient des contes. Pourquoi ne pas traduire ces contes-là aujourd'hui en dessins animés? Parce que ça inspire les enfants. Donc, il y a un certain nombre de choses que nous ne réussirons jamais
Konaté sera d'accord avec moi, l'enseignement, l'éducation est fondamentale. Tous les pays qui ont boosté en un temps record, on a parlé tout à l'heure de la Corée du Sud, on a parlé de la Chine, on a parlé du Japon, on a parlé de l'ex-URSS, etc. Donc ça, ils doivent leur progrès à l'éducation. Le socle doit être notamment l'éducation. Aujourd'hui, Konaté, moi, je vais me retourner vers vous parce que vous êtes quand même un expert en gouvernance, surtout en développement social, les institutions et autres. La grande question, est-ce qu'il faut redéfinir ou reconstruire l'état de droit aujourd'hui? Il le faut. Il faut le faire. Il faut commencer par redéfinir même les institutions de l'État. Et puis sur les mécanismes de fonctionnement qui sont tous des éléments importants de l'état de droit. L'état de droit se repose sur ces outils-là. Et je pense que dans le roman que j'ai écrit je crois en 2021, Le village de Beau sous la menace d'une météorite, c'était un effort personnel de réflexion sur le système de gouvernance qui conviendrait vraiment à notre pays et en fonction de nos valeurs sociétales. Et je ne suis pas le seul, il y a d'autres qui ont écrit sur ça. Alors, le problème aussi, dans notre pays, ça il faut le dire, c'est qu'on ne valorise pas assez l'expertise locale. Voilà. Et si on le fait, c'est que d'abord, le Toubab l'a reconnu. Et ça, il faut sortir de ça. Il y a des réflexions qui sont faites au Mali, qui ne sont pas beaucoup, je suis d'accord, mais il y en a qui sont faites, mais qui ne sont pas suffisamment lues, exploitées. Et objectivement, il a dit. Pas en fonction de la couleur politique de la personne, non, mais la qualité de la production. Il faut aller à ça, mais ça c'est la responsabilité du leadership en notre tête. Donc, dans ce moment, pour ceux qui liront, vous verrez que je fais des propositions en mettant sur la bouche de certains personnages. Voilà, les institutions sont au nombre de 4 au lieu de 7 qu'on a aujourd'hui. Donc on peut carrément redéfinir notre système démocratique. Pourquoi encore cette institution pour une jeune démocratie? En fait, nous sommes en train de naître là. On veut construire la démocratie. On est au début. Vous savez, au début, en Occident, c'est pas tout le monde qui avait le droit de voter. Il faut que les gens sachent, c'est pas tout le monde qui avait le droit de voter. Pour voter, il fallait être citoyen. Et tout le monde n'était pas un citoyen actif. Et tout le monde n'était pas un citoyen actif. Il fallait être instruit et il fallait payer ses impôts. Tout à fait. C'est pas tout le monde. C'est censitaire. Voilà. Donc, ils ont commencé comme ça. Mais ici, nous, on a ouvert à tout le monde. J'ai le même droit de vote que ma grand-mère qui vend le froufrou dans les carrés. Qui ne connaît rien dans l'État que nous lui présentons comme étant le meilleur système capable de soutenir ses aspirations et de répondre à ses attentes. Il n'a aucune idée là. Il ne parle pas français. Il comprend les lois, textes. Mais on a le même droit de vote. Voilà. Moi, je suis capable de lire un programme, de réfléchir, de dire, je pense que c'est réaliste, je pense que c'est utopique. C'est bon, c'est pas bon. Moi, je suis capable de me poser des questions sur le passé de Dr Sylla. Lui, ou ma grand-mère, non. C'est l'enfant de la copine. Voilà, c'est l'enfant de qui? Voilà. Oui, mais on a les mêmes droits de vote. Donc, il faut se poser des questions. Est-ce qu'on a commencé au bon endroit? Voilà, est-ce qu'on a commencé au bon endroit? Donc, il faut oser, quoi. En fait, il faut de l'audace. Quand les gens disent redéfinissons les choses en fonction de nos valeurs positives, il faut de l'audace pour aller à ça. On n'est pas assez audacieux. Je vous donne un exemple. Moi, je travaille dans une cellule technique de l'État. Comme pour vous dire, je n'ai pas de parti pris politique. Pour ceux qui me connaissent, j'ai mon pays, je contribue. Quand je fais quelque chose, je le fais. Je suis dans une cellule technique pour travailler sur les textes de loi. Dans un texte, nous avons discuté de la fonction de député. Et je me rappelle, nous sommes les membres de la cellule technique, nous sommes entendus qu'il faut imposer un niveau minimum d'éducation. Et on l'avait placé au niveau baccalauréat. Mais ça n'a pas passé. Ça va être un scandale. Beaucoup vont se sentir... C'est ça que certains disent. Mais il faut le défendre. Ce n'est pas question de beaucoup. Écoutez, il faut qu'on se dise la vérité. Un ignorant, ce n'est pas par irrespect, hein, c'est
Voilà. Quelqu'un qui sait et quelqu'un qui ne sait pas ne sont pas pareils. On ne peut pas les mettre au même niveau. Et vous voulez aller à l'Assemblée nationale. Là-bas, on vote des lois, on le vote en français. Tu n'as même pas fait une seconde sur le banc. Et tu ne comprends même pas 2 phrases en français. À plus forte raison, un texte écrit dans un jargon juridique. Et tu veux être député. Quel service vas-tu rendre à ton pays, honnêtement? Ce qui est dit, tu ne le comprends pas. Grande question. Entre-temps, on va avancer. Le temps risquerait de nous faire défaut, docteur Sylla, sur la reconstruction de l'état de droit. Je partage ce point de vue. Un état de droit, c'est un état dans lequel il y a la prééminence du droit. Donc la prééminence du droit suppose que nous sommes tous respectueux, donc nous sommes tous égaux devant la loi. Alors, c'est bien de le dire d'ailleurs quelquefois. Quand j'étais encore parlementaire, c'est une notion que j'ai essayé de partager souvent avec certains collègues. Quand on me dit que nul n'est censé ignorer la loi, je dis mais combien sont qui sont au courant de la loi? C'est effectivement ce que Dr Konaté est en train de vouloir expliquer. Quelqu'un qui n'a jamais été à l'école. Alors nous, ceux qui ont la chance d'être lettrés, qui se sont retrouvés à l'Assemblée devant un texte, qui l'ont lu, qui l'ont pesé, qui l'ont sous-pesé, qui ont vu que ce texte est en conformité avec le peuple, la sociologie, tout ce qui conforte le peuple. Moi, je suis à mesure de le... Mais combien sont ces députés-là qui le savent? Et nous le votons. Après le vote, combien dans la population savent la teneur de cette loi-là? Personne. Donc, vous voyez, et l'état de droit, c'est ça aussi. Il faudrait, pour qu'on puisse soutenir que nous sommes tous égaux devant la loi, il faut bien que nous sachions tous ce que c'est que la loi, que nous nous conformons par rapport à la loi. Donc ceci demande de chacun d'entre nous peut-être un devoir, parce qu'il y a le devoir, il y a la redevabilité aussi. Donc le devoir, la citoyenneté, il faut que le citoyen soit conscient, qu'il sache que oui, être citoyen d'un pays demande aussi un certain nombre de devoirs à accomplir pour pouvoir prétendre sûrement à des droits aussi. Donc c'est un ensemble de comportements dans un état de droit qui n'est pas donné a priori, surtout pour nos pays où encore nous devons nous battre pour alphabétiser encore beaucoup plus de monde. Mais ce travail d'ordre pédagogique qui doit relever aussi de l'État, comme moi je le dis, moi je mets l'accent sur les questions de l'éducation. C'est-à-dire que l'éducation peut concerner à un certain niveau des enfants, mais il y a l'éducation, il y a des programmes andragogiques aussi qu'on peut développer. Ça doit aller d'ailleurs de pair pour que vraiment le peuple soit au même niveau. Tout à l'heure, avant de rentrer en salle, c'est ce que Konaté disait. Quand Lénine a pensé tout de suite, avec la victoire de la révolution bolchevique, qu'il faudrait que au moins 100% de la population soit lettrée. C'était un boulot. Mais ils se sont donnés comme objectif et ils l'ont atteint en très peu de temps. 7 ans. Imaginez ce que ça vaut. Donc ce travail, je le dis, sous l'ère démocratique, ça aussi c'est un de nos échecs. Nous avons créé des partis politiques qui avaient des missions spécifiques, c'est connu, l'éducation civique. Mais combien sont ces partis politiques-là qui se sont attelés à cette tâche-là? Très peu. Très peu. Sinon pas du tout. Et aujourd'hui, nous sommes à 200, presque 300 partis politiques. Y a-t-il un besoin? Et avec une centaine créées sous la transition. Oui, exactement. Ouais. Donc, pour moi, l'état de droit, ce sont des principes. Le principe de la légalité, il y a le principe de la sécurité juridique, il y a le principe de l'interdiction de l'arbitraire. Aujourd'hui, grande question. Grande question. Un accès facile à la justice pour tout le monde. Mais est-ce que nous avons tous accès aussi facilement à la justice? Quand même bien aujourd'hui, même pour défendre un truc, il faut que vous constituiez un avocat. Vous n'avez pas le moyen de vous constituer un avocat. Le reste, on en sait ce que c'est. Donc, c'est une construction, c'est tout ce qui est encore entier à faire, à bâtir pour nous. Et comme je l'ai dit, ce ne serait jamais une course de vitesse. Ce n'est pas les décrets qui vont former ça, non. C'est dans un long processus soutenu d'éducation, de sensibilisation, d'information,
des programmes soutenus sur l'ensemble du peuple, en catégorisant évidemment. Tant qu'on n'aura pas réussi à faire ça, c'est difficile de parler d'un véritable état de droit. D'accord, messieurs. Je peux ajouter deux mots, rapidement. Oui. En recommandation en ce moment, parce que le temps nous fera forcément défaut. Vous allez dans les recommandations du coup. Deux mots, et puis une recommandation. Oui. Et vraiment, l'éducation, c'est le maître mot. La réformation, une réformation viable et féconde doit reposer énormément sur la réformation de l'éducation. Premier élément. Le deuxième élément, c'est que pour l'état de droit, pour qu'il advienne, enfin c'est un processus, il a dit, il faut quand même, je pense, chez nous, en plus de la question des ressources humaines qu'il faut régler et le faire sérieusement, le principe d'exemplarité. Il est indispensable dans notre société. Parce que notre culture, dans notre culture même, nous concevons comme ça la conduite de la collectivité. Voilà. Il faut que les leaders lui-même posent les bons actes, donnent les bons exemples. Et les citoyens suivent ce qu'il fait. Comme manière retourne des flèches. Donc il faut que nos responsables incarnent cette valeur-là d'exemplarité. Sans exemplarité, je ne vois pas d'état de droit au Mali dans un avenir proche. Ça ne s'aidera pas. Parce qu'il faut que les juges eux-mêmes donnent l'exemple du respect de la loi. Il faut que les ministres le donnent. Il faut que le président de la République le donne lui-même. Et il faut que les porteurs d'uniforme qui ont en charge de veiller à l'exécution de la loi, eux-mêmes donnent l'exemple du respect de la loi. Ça, c'est fondamental. Et peut-être comme recommandation, vous savez, tout ce qu'on a dit ici, vous l'avez dit, c'est des réflexions qu'il faut approfondir. Et dans la situation exceptionnelle que nous vivons, nous sommes en guerre. De passage, je salue l'arrivée des FAMA, en croire certaines informations, à Kidal. Et dire que ce n'est pas une victoire définitive, c'est une bataille gagnée. Et que nous devons rester vigilants et que nous devons poursuivre les efforts pour sécuriser nos populations, nos territoires, mais dans le respect de la dignité de chacun, même de nos ennemis. Même de nos ennemis. Parce que nous, les FAMA, nous, les Maliens, nous ne sommes pas des sauvages, nous ne sommes pas des incultes. Nous valorisons l'humain depuis des lustres, depuis nos ancêtres, depuis la charte de Mandé, depuis la charte de Koukanfoura. Il faut que nous en connaissions ça. Et donc, cette recommandation, c'est que ceux qui sont au pouvoir donnent du temps, malgré toutes les urgences qu'ils ont, à la pensée, à la réflexion. Ils ne pourront rien réussir dans la durée s'ils ne valorisent pas la pensée. Donc c'est à eux de créer les cadres qu'il faut, les cercles qu'il faut, pour que les esprits, en tout cas ceux qui ont envie de réfléchir et de proposer, puissent le faire en toute liberté. Parce qu'il n'y a pas non plus de bonnes réflexions sans liberté. Il n'y a pas non plus de bonnes recommandations sans liberté. Ça n'existe pas. D'accord. Moi, je termine pas. Merci beaucoup, docteur Konaté. Docteur Sylla, vos recommandations. Alors, merci beaucoup. Je voudrais peut-être dire la chose suivante, que mes camarades et moi, comme je l'ai dit depuis beaucoup d'années, réfléchissons sur ces questions-là. Nous étions arrivés à deux conclusions majeures. La première conclusion qui concerne le politique dans son ensemble, c'est le manque de vision politique. Si au niveau des partis politiques, nous avons souvent rédigé des programmes politiques, dès lors que le président est élu, il le met à côté, il ne s'en sert plus. Donc ça, c'est un handicap majeur et ça déstabilise. Donc, or, une vision politique est un tout. C'est quelque chose d'assez global qui doit incarner tous les aspects de la vie d'une nation. Et s'il n'est pas bien réfléchi, il n'est pas bien porté par les hommes politiques, ça va farer. Et c'est ce que nous connaissons depuis beaucoup d'années déjà. La deuxième chose, nous l'avons suffisamment évoqué ici, c'est l'éducation. L'éducation nécessite d'être le premier aspect sur lequel on va s'attaquer. C'est à travers l'éducation qu'on peut changer dans un délai assez court et puis vraiment arriver à cette transformation qualitative des citoyens. Donc ceci me paraît important et je pense que
Et je souhaiterais que les gens ne voient pas ça en termes de « je vais faire ça pour qu'on me dise que j'ai pu faire ça ». C'est sur la durée. Vous faites votre temps, vous partez, vous allez laisser. Mais c'est un programme continuel qui doit être enrichi au fur et à mesure que nous avançons sur le sujet. Mais l'actualité oblige, je dois aussi le dire, je félicite notre armée nationale. Je pense que le fait d'être à Kidal aujourd'hui réconforte tous. Depuis beaucoup de temps déjà, beaucoup d'entre nous ne dormons pas la nuit parce que nous avons toujours cette peur-là en nous qui fait que vraiment, est-ce qu'ils arriveront à Kidal, ils n'arriveront pas à Kidal, ils y sont. Mais ce n'est pas un triomphalisme. Il faudrait qu'on comprenne que Kidal, la population de Kidal, ce sont des Maliens. Sans exagération, sans exaction sur les populations, il faut que l'armée soit extrêmement vigilante. Je dois aussi lancer cet appel-là pour dire qu'en plus de la vigilance, il ne faudrait jamais qu'ils baissent la garde. En aucun moment. C'est-à-dire qu'ils doivent être concentrés à tout moment sur cette mission-là. Parce que tout n'est pas gagné d'avance. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire à ce niveau-là. Maintenant, je voudrais peut-être profiter de votre plateau pour répondre à un homme politique français, Alain Juppé notamment, qui a dit en 2013 que l'armée malienne a été déculottée. Et je peux lui répondre aujourd'hui que la France vient d'être déculottée à Kidal ce matin. Parce que l'armée malienne vient de prouver encore que tout ce qu'il y avait comme problème au niveau de notre pays-là n'était que la France. Et aujourd'hui, cette preuve est apportée. Notre armée est une vaillante armée. Notre armée est composée de toute la sociologie de notre pays. Et je ne vois pas comment on a pu se retrouver à ce niveau-là. Merci beaucoup, Docteur Sylla. Merci beaucoup. Donc, Le message, il est passé. Entre-temps, téléspectateurs de Mandé TV, j'en profite pour faire une petite promo. Il s'agit du livre de Dr Mahamadou Konaté qui est intitulé « Des mines antinationales à l'origine de la crise malienne ». Elle est aux éditions L'Harmattan. Allez-y le chercher. Il faut surtout le lire. Il est très intéressant. En 2 mots, il s'agit de quoi? 1000 francs CFA. En 2 mots, c'est je passe en revue la pratique politique institutionnelle de notre pays depuis les années 60, 90 à nos jours. Et donc c'est beaucoup de réflexions, certaines qu'on a touchées ici, d'autres pas. Et surtout la partie sur les racines de tout ce mal que je lis un peu à la mentalité même des Maliens. Hein, le fatalisme et puis l'ignorance un peu malheureusement agressive au sein de nos populations, et on l'a dit, et puis les superstitions. Il a été ministre, il en sait beaucoup, les superstitions, vous ne pouvez pas vous rendre compte dans les segments de l'État combien elles détruisent les initiatives. On en a vu. Merci beaucoup, docteur Konaté, docteur Sylla. Je ne saurais vous laisser partir sans avoir un dernier mot, s'il vous plaît, à l'endroit des citoyens maliens, du gouvernement, de la société, pour ce Mali à reconstruire, à refonder. Une réflexion doit se pousser même au-delà de ce plateau. Le Mali est notre bien commun. Il faudrait que chacun le comprenne et que chacun s'emploie à contribuer positivement à ça. Et il y a sûrement beaucoup de choses que nous avons souvent dit dans notre pays, mais je préfère peut-être rappeler un peu ce que Kennedy avait dit en son temps, dans les années 60, pour dire ne demandons pas toujours ce que votre pays peut faire pour vous, mais dites-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Je pense qu'à ce prix-là, nous allons bâtir ensemble notre pays. Merci beaucoup, docteur Sylla. Ce que je peux joindre à ça, je le répète tellement c'est bien dit et que c'est réel, que chaque Malien se demande ce qu'il peut faire son pays à son niveau, et qu'il le fasse en toute objectivité et encore corps et âme. Et ajouter à ça qu'il faut, et ça c'est à l'endroit de nos gouvernants, parce que pour moi si le leadership ne change pas, en bas il n'y aura aucun changement. Il faut qu'on commence à réfléchir si jusque-là, le fait
qu'on permette à n'importe qui de devenir enseignant était un bon choix. Et jusque-là, le fait qu'on permette à n'importe qui de devenir porteur d'uniforme, si c'est un bon choix, je pense qu'il faut réfléchir à ces modèles-là. Et je pense que si nous avons la bonne réponse à ça, ça va nous aider à arriver à instaurer tout ce qu'on a appelé ici état de droit. Parce que tout le monde ne doit pas être enseignant, tout le monde ne doit pas être porteur d'uniforme, policiers, gendarmes et soldats. Merci beaucoup. Ça fera sûrement l'objet d'une autre réflexion sur le plateau de Mandé TV. On remercie énormément et on félicite surtout nos forces armées qui sont aujourd'hui arrivées à Kidal. Donc, c'est symbolique, c'est fort pour la nation et ça donne vraiment chaud au cœur. Téléspectateurs de Mandé TV, le plateau prend fin mais vous pouvez poursuivre la réflexion toujours chez vous, qui a pour thème transition, refondation et reconstruction de l'état de droit, réflexion sur le Mali de demain. Nous avons comme débatteur invité sur le plateau de Mandé TV Dr Abdraman Sylla. Il a été ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Il est le président de la Convention citoyenne pour le renouveau et émergence du Mali et aussi Dr Mahamadou Konaté, directeur général de Conseil d'ONCO pour la gouvernance et la sécurité, expert en gouvernance démocratique, sécurité et développement social. Dr Konaté, merci beaucoup. Dr Sylla, merci beaucoup d'avoir poussé cette réflexion avec nous. On se dit à la prochaine. Entre-temps, restez sur les ondes de Mandé TV et ne ratez pas le direct sur nos pages. Mandé TV, reflet du Mali.